je vous demande d'accueillir le président de la région Sud, Monsieur Renaud Muselier. Bien, Monsieur le Président directeur général du groupe CMA-CGM, mon cher Rodolphe, merci pour cette initiative. Merci à toi, Véronique, présidente du groupe CMA Média, d'avoir maintenu avec Jean-Christophe cette réunion. C'était on fait pas, on garde pas, vive la vie. Moi, je suis pareil, optimisme de combat. Et donc, c'est très bien d'avoir la maintenue. Merci à toi, Tania, Saad et Zéni, d'être ici présente aussi, bien sûr. Toi qui es directrice générale déléguée du groupe CMA-CGM et président de la fondation, tu as ton activité, ton action très forte. Et donc, je salue toute la famille dans sa globalité. Ça me fait plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Voilà, ça c'est dit. Monsieur le ministre, mon cher Hubert, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi en tribune ou dans les travées, et il en sort toujours quelque chose. Je veux saluer, bien sûr, monsieur le président de la Chambre de commerce, monsieur le président Castaner, président du port, mon cher Christophe, le président de l'université, monsieur Berton, les élus régionaux qui sont ici présents, saluer le dynamisme de monsieur Lorenzi, qui reste jeune avec ses 20 ans de rencontre. Donc il y a 20 ans, voilà. Jean-Christophe, merci pour les intervenants, les dirigeants des médias, merci pour votre présence. C'est un grand moment pour la France, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et bien sûr pour Marseille. Jamais dans notre histoire, nous n'avions réuni, en dehors de grandes capitales européennes, un tel panel issu des médias du monde entier. Ce moment s'inscrira dans le temps, je l'espère, je le souhaite, et c'est manifestement la volonté collective. Nous sommes ici à Tangram, lieu que nous avons inauguré le 8 mai dernier avec le président de la République. Ce lieu est magique, fort d'une belle et ancienne histoire qui a formé les officiers de la marine marchande. Il a aujourd'hui été transformé sous l'autorité du président Saadé en centre d'excellence pour l'accompagnement des métiers du groupe CMA-CGM. Tangram s'ouvrira aussi aux chercheurs, start-upers, clients et partenaires venus du monde entier. L'évolution de votre groupe, M. Saadé, est le fruit d'une vision d'avenir pour le transport maritime, de beaucoup de travail et d'immenses prises de risques. Avec cet ADN reconnu de tous, innovation, anticipation, développement, mais avec une marque particulière qui est la culture familiale au service de l'économie, des autres, mais aussi ce travail collectif, ensemble, qui fait en sorte que vous avez une marque rare et unique. Vous faites honneur à la France et nous sommes fiers et heureux de vous savoir marseillais. Et nous sommes reconnaissants d'organiser ce grand rendez-vous de dimension mondiale. Au passage, je veux rapporter tout mon soutien au monde maritime français. Tu en as parlé, Jean-Hervé. J'entends de grosses bêtises dans les programmes de nos adversaires sur la taxe au tonnage votée en 2003. D'ailleurs, j'étais au gouvernement de M. Raffarin à l'époque, sous le président Chirac, et je leur dis à nos adversaires, n'y touchez pas, ça fonctionne bien comme ça, je vous en supplie, n'y touchez pas. Tout le monde économique maritime français, des petits comme des grands, dépend de cet équilibre vertueux. On parle quand même de 400 000 emplois, dont 120 000 dans la région sud. Ça peut aider au vote. Bon. Les rimes. Alors, cette parenthèse étant fermée, nous faisons les rencontres internationales des médias qui s'ouvrent, donc les rimes. Un moment bien précis pour l'Europe, qui se trouve sans doute à un tournant de son histoire. Après 70 ans d'existence, pour bons et loyaux services, il faut inventer les contours de l'Europe des 70 ans qui viennent. Le modèle européen doit être repensé car il ne fonctionne plus. Cette réforme profonde sera le seul moyen d'y faire revenir les Anglais. Les rimes ont lieu à un moment aussi bien précis de l'histoire du monde, où les dictatures et les démocraties dirigées veulent imposer leur organisation politique par voie militaire à leur peuple comme à leurs voisins. Ces pays veulent peser sur la marche du monde, en dehors des grandes puissances membres permanentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, ou par un multilatéralisme adapté à une géopolitique locale. C'est un combat civilisationnel qui s'installe. À un moment bien précis de l'histoire politique de notre pays, entre les deux tours des élections les plus indécises et les plus décisives de la Ve République, la matrice politique de notre pays peut s'incarner en 3 mots: identité, sécurité, autorité, avec un rayonnement international fort. Nous serons vite fixés sur son évolution dès dimanche. Un moment bien précis de l'histoire de notre région, que je préside, avec un groupe formé de 14 composantes politiques, diverses et complémentaires, allant de l'écologie raisonnable à la droite gaulliste,
Et fort de notre score de 57,5% au second tour, ça fait rêver, nous avons une stabilité politique jusqu'en 2028 afin de développer le territoire avec des moyens financiers conséquents. Un seul but, qualité de vie, développement territorial, respect des valeurs républicaines. En fait, il existe ici un pôle de stabilité et de bon sens au service de la vie de nos concitoyens, du développement économique et du rayonnement international. Alors nous avons inscrit ce rendez-vous dans le contexte des rencontres économiques d'Aix. Cher Jean-Hervé, vous avez permis l'agrégation entre ces deux événements exceptionnels et complémentaires. Depuis 23 ans, vous mettez la pensée au service de l'action et de la réflexion. Nous sommes dans une société toujours plus rapide, toujours moins ouverte à la pensée et au dialogue. Happée, en fait, par les réseaux sociaux et la paresse intellectuelle. Les rencontres économiques sortent de ce cadre imposé et ouvrent une fenêtre un peu exceptionnelle où on se voit, on se parle, on échange et on réfléchit conjointement. Haut niveau, mais les deux pieds dans la vraie vie. Cher Jean-Hervé, vous avez bâti un outil rare, la région est très fière d'être votre partenaire et nous voulons l'inscrire dans un rendez-vous international. Parmi les grandes manifestations, vous avez le CES de Las Vegas, le Forum économique mondial de Davos, et je pense que les rencontres économiques d'Aix peuvent être un lieu incontournable et différent à ce niveau, et les RIM y participent et ont leur marge de manœuvre et d'action qui vont nous faciliter la tâche. D'ailleurs, j'étais hier aux côtés des Young Global Leaders que j'avais rencontrés à Davos dans un premier temps. Ils seront à Aix. C'est quelque chose de très positif. Dans cette logique, ces RIM et les rencontres économiques d'Aix ont une imbrication et forment une imbrication originale, forte de sens. Elle pose une idée centrale. La presse est un produit économique. Elle obéit à la loi de l'offre et la demande et se fixe pour objectif d'être rentable. C'est d'ailleurs le meilleur moyen pour elle et ceux qui la font vivre d'être indépendants. Pourtant, la presse n'est pas non plus, ne sera jamais un produit comme un autre. Elle fait partie de l'équilibre des pouvoirs et joue donc un rôle particulier, tout à fait important, unique. Ce qui est mauvais pour la presse est en général mauvais pour la démocratie et la liberté, car mauvais pour l'information. En 2008, la crise financière avait provoqué de grands bouleversements dans le secteur des médias, presque partout dans le monde. En 2020, la crise du Covid avait encore un peu accéléré les phénomènes de digitalisation, bouleversé les formats et paradoxalement régénéré un certain attachement au papier pour ce qui concerne la presse écrite. 2024 constitue une année de bouleversement politique en Europe, comme aux États-Unis, dans le monde susceptible encore de changer la donne. Alors, quelle est notre place, nous, décideurs publics, politiques, dans cette évolution? Au fond, quelle est notre responsabilité? Partout, la presse payante s'interroge face à l'offre numérique exhaustive mondiale. Partout, les journalistes s'interrogent sur l'avenir de leur métier et le rôle de leur profession. Partout, l'omniprésence des écrans écrase les autres formats dans la bataille pour l'attention. 6h30 de moyenne par jour dans le monde, jusqu'à 9h30 pour l'Afrique du Sud. Partout, les fake news essayent de s'imposer dans notre quotidien. Ce questionnement et ces enjeux s'inscrivent dans les contextes globaux. Vous savez que je suis médecin, donc j'aime bien faire les diagnostics, j'essaye de poser le meilleur diagnostic pour avoir les meilleures solutions. Bon. Et donc, dans le contexte global, qui est le dérèglement du monde. Je voudrais m'attarder un instant sur le contexte afin de répondre à la question de notre rôle politique. Nous vivons de façon très visible l'ère d'un quadruple dérèglement. Le premier, c'est le grand dérèglement diplomatique. Le monde se polarise et connaît une accélération comme jamais il n'en a connu. Depuis plusieurs décennies, nous connaissions les grands équilibres puissants. Ils volent en éclats, les uns après les autres, sous les coups de boutoir des kleptocrates, agresseurs des démocraties. La réalité géopolitique n'a jamais été aussi complexe en réalité. Nos démocraties sont confrontées à deux catégories politiques, les partis tribuniciens et les partis de gouvernement. Elles subissent des contorsions sémantiques affligeantes qui masquent des tambouilles politiciennes. La guerre froide semblait enterrée, on prophétisait la fin de l'histoire et des conflits. Résultat, la Russie se dresse en ennemi de l'Ukraine, de l'Occident et fait la guerre. Une guerre aux portes de l'Europe depuis 2 longues années. Aux États-Unis, l'incertitude des élections à venir pèse sur l'ensemble du monde, comme sur la politique intérieure américaine qui n'a jamais été aussi fracturée. Israël avançait à pas de géant grâce aux accords d'Abraham dans un processus de normalisation avec le monde arabo-musulman. Le Hamas et ses pogroms ont sonné la fin le 7 octobre dernier. Momentanément, je l'espère. L'Arménie, victime d'un premier génocide du XXe siècle,
vit à bas bruit le plus grand des chaos de son histoire. Elle est amputée de la République du Haut-Karabakh et sous la pression militaire de l'Azerbaïdjan comme de la Turquie. Chaque pays, en fait, considéré comme aligné, essaye de fabriquer de nouvelles alliances et les non-alignés se structurent pour fabriquer ou affirmer une influence. L'ordre international diplomatique s'effrite, la place et l'utilité de l'Organisation des Nations Unies sont en question, quand elle renoue avec les talibans d'Afghanistan, quand elle rend hommage au boucher de Téhéran, le président Raisi. Parallèlement, l'OTAN n'a jamais été aussi attractive, notamment à l'Est, aux pays de l'Est de l'Europe, et à proximité de la frontière russe. Preuve, s'il en fallait, de l'urgence du réarmement européen. L'Europe s'est placée à l'avant-garde de l'histoire, construite pour sa paix intérieure et pacifier ses relations extérieures. Pour autant, elle ne s'accepte pas encore comme puissance géopolitique, capable de faire bloc, mais cette transformation est devenue vitale. En Méditerranée, nos outils de dialogue et de coopération sont en panne, mais ils sont puissants. L'Union pour la Méditerranée est un géant endormi et je veux saluer les efforts de la France pour la relancer, pendant que l'Agence française pour le développement déploie des centaines de millions d'euros chaque année. En fait, en Euroméditerranée, c'est ce que j'avais dit lors de la venue du pape, c'est-à-dire notre bassin de civilisation, où le concept fut grec, le droit romain, la magnificence byzantine, la puissance ottomane, l'harmonie italienne, la rébellion catalane, la liberté française et l'éternité égyptienne. Ce cadre a besoin, comme le monde, d'une feuille de route, d'une vision et d'un souffle commun. Est-ce possible? Oui, car c'est indispensable. Et mécaniquement, cela se fera. Avec ou sans nous. Mais de toute façon, la réorganisation se fera. Le deuxième grand dérèglement est évidemment climatique. À l'échelle mondiale, l'accélération du dérèglement climatique se poursuit. Nous venons de vivre 430 jours consécutifs de records de température moyenne des océans. Nous venons de vivre 28 mois consécutifs de température au-dessus des normes saisonnières dans le monde. La période mai 23-avril 24 a été la plus chaude de l'histoire de l'humanité, avec 1,5 degré de plus en moyenne que les normales. La région a fait de la lutte contre le dérèglement climatique le fil rouge de ses politiques publiques. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, cette fameuse région sud, applique depuis le 1er janvier 2023 un critère climat dans chacune de ses domaines de compétences, y compris les plus éloignés en apparence des questions climatiques. Il n'y a pas un investissement dans la région ou dans chacune de nos communes ou dans le monde économique où il n'y a pas ce critère. Chaque centime d'euro engagé par la région est consacré aux enjeux environnementaux. Et en parallèle, pas un centime ne pourra être dépensé s'il ne correspond pas à cette vision, avec une vision positive, optimiste et des solutions. C'est une première européenne, un budget 100% bâti autour de la question climatique, aussi bien en termes de lutte contre le dérèglement, en termes d'adaptation des territoires à ses effets. Cela pèse 30 milliards d'euros d'investissement en 7 ans. C'est le fruit d'un travail de longue haleine et d'une anticipation claire. Nous étions en avance en 2017 avec la stratégie Une COP d'avance, qui était lancée autour de 5 piliers clairs: air, mer, terre, énergie, déchets. Nous sommes rentrés dans le R20, nous sommes mariés et jumelés avec le Costa Rica et Djibouti. Et sur cette base, nous sommes devenus la région pilote de la planification écologique en France. Est-ce suffisant? En tout cas, nous menons le combat à notre niveau, comme chacun d'entre nous, sans jamais verser dans l'écologie punitive. Nous misons sur l'adaptation par l'intelligence, le savoir-faire humain et les infrastructures. Avec un diagnostic clair des défis et des réponses à apporter, on a, par exemple, sur les ressources en eau, pris l'avance sur l'ensemble de notre territoire. Mais ici, en fait, avec notre plan hors bleu, nous avons un exemple tout à fait emblématique. On n'a jamais eu d'eau, en fait, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le Pagnol écrivait qu'il n'y avait pas d'eau au bagne. Mais pour autant, nos aînés ont fait le lac de Serponçon, le lac de Sainte-Croix. On a la Société du canal de Provence, on a le goutte à goutte. On s'inspire, on trouve des solutions d'avance. Le troisième dérèglement est démographique et migratoire. Les chiffres sont parlants. Dans 30 ans, l'Europe sera passée de 500 millions d'habitants à 450. Dans le même temps, l'Afrique passera de 1,3 milliard d'habitants à 2,5. Dont la moitié âgée de moins de 20 ans, dont la même proportion s'inscrira dans une culture ou un attachement à l'islam. Et pour compléter ce panorama de notre géographie, ne ment jamais, 14 petits kilomètres de mer nous séparent de l'Afrique par le détroit de Gibraltar, sans parler de la frontière gréco-turque. On peut donc considérer que la crise migratoire, la vraie, n'a pas encore commencé. La question décisive pour l'avenir de notre continent, c'est le développement de l'Afrique. Si ce continent n'a pas un développement massif de ses infrastructures, une croissance soutenable, rien ni personne ne pourra éviter un déferlement.
Le défi n'est donc pas de proposer une politique migratoire défensive, mais offensive, aider les Africains à construire cette politique de développement qui fixera leur population sur leur continent. C'est le sujet central de cette première moitié de siècle pour l'Europe. Ne pas le voir, ne pas l'envisager, c'est nier que le fait démographique a toujours fait l'histoire des peuples et pas l'inverse. Depuis l'apparition de nos ancêtres dans la corne de l'Afrique, il y a 3 millions d'années, la conquête du monde, la pulsion migratoire sont inscrites dans nos gènes. La pulsion de découverte est un trésor commun de l'humanité. N'en déplaise aux amis de Madame Rousseau, qui voudrait nous condamner à 2 voyages en avion dans notre vie, c'est notre patrimoine génétique, et le dérèglement-là n'a donc pas vocation à disparaître. Le 4e dérèglement est politique. Notre pays, comme notre monde, n'est plus grand-chose à voir avec ce que depuis la chute du mur de Berlin en 1989. Tous les grands équilibres politiques ont eux aussi volé en éclats. Les bipartismes se sont fragmentés au risque de les voir ressurgir de façon radicalisée. En 2 générations, le monde a cessé d'être ce qu'il était, et la France avec. Les populations ont été recomposées, récompensées, les économies européennes désindustrialisées, la dépendance du vieux continent à l'extérieur n'a jamais été aussi grande. Aussi réapparaissent dans le vocabulaire politique, y compris des modérés, des notions de souveraineté, d'indépendance et de réindustrialisation. La marche de l'histoire est là, n'en déplaise à ceux qui la pensaient figée. Dans le monde occidental, les radicalités de gauche et de droite gagnent du terrain et veulent avaler un ancien monde considéré trop consensuel, trop mou, pas assez brutal. Grande-Bretagne, Italie, Autriche, Hongrie, la liste est longue de ces pays ayant carrément fini par concéder le pouvoir par les urnes aux tenants de cette radicalité. Même aux États-Unis, cet empire sans frontières, sans souveraineté, invisible et omniprésent, l'expérience Trump semble vouée à se reproduire à l'automne prochain sans que personne ne sache vraiment comment l'empêcher. Nous pouvons rajouter à ce dérèglement politique le débat sur la laïcité, mais le problème n'est en rien celui de la laïcité. Le problème est celui de l'intégration d'un islam politique militant. Et cette difficulté n'a rien de surprenant. L'intégration des chrétiens dans la République a été très difficile. L'intégration des juifs en France a aussi été très douloureuse. Aujourd'hui, la confrontation islam-république suscite de l'attention. Assumons-la. Il ne s'agit pas de refaire une loi. C'est simplement que la 2e religion de France, par le nombre de ses pratiquants étant la dernière en termes d'ancienneté, doit comprendre que les règles s'imposent à elle comme aux autres. Point barre. Ce n'est pas un débat, c'est une question d'autorité. En fait, une crise de la représentation semble gagner tout le monde occidental, démocratique et ses institutions. Et en cascade, on se rend bien compte que la moralisation du vote autour des grands tabous de l'après-guerre fonctionne de moins en moins bien. À qui la faute? Difficile de n'avoir qu'une seule réponse à cette question. Aux politiques eux-mêmes, coupables de ne plus être suffisamment ancrés, connaisseurs de leur territoire et de la vraie vie? Aux multimédias triomphants? Aux réseaux sociaux dominants, qui érigent chaque jour une nouvelle idole au risque de rendre l'idée même de la représentation confuse? Aux métropoles qui méprisent la ruralité? Aux capitales qui ignorent la vie des provinces? Aux citoyens, aux électeurs qui voteraient mal et qui ne seraient pas assez reconnaissants? Cette lecture antidémocratique n'a pas de sens. Pour ma part, je préfère me concentrer sur les solutions. Je crois à la force du territoire, du local. Ce que Thomas d'Aquin appelait la subsidiarité n'a jamais été autant d'actualité. Laissons faire au local ce que le local sait faire le mieux. Je crois à la force de l'incarnation et de la clarté. Les langages hermétiques ont fait leur temps pour porter une voix modérée, un positionnement consensuel. Il faut le faire en parlant juste et vrai et se faire comprendre. Et je crois au rôle essentiel de la presse sous toutes ses formes. Je crois aux médias, au travail journalistique, à l'enquête, au compte-rendu, à l'information, aux faits, tout simplement. Je crois en vous pour apporter des solutions au monde qui vient. J'aime beaucoup cette citation, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Voilà une ligne qui est claire. Les médias traditionnels doivent retrouver leur place, tu l'as souligné, Rodolphe. Le monopole de l'information n'est déjà qu'un lointain souvenir. La jeunesse du monde entier s'informe en priorité sur les réseaux sociaux et les outils de streaming. Et l'actualité est consommée dans l'instantané permanent. Plus question d'attendre l'apparition d'un quotidien, d'un journal, radio ou télé. On adhère à une communauté qui nous dit ce que l'on veut entendre. On devient le journaliste de sa propre vie, où on peut tout se dire, et en même temps ne jamais se confronter notre avis à celui des autres. Parfois, on franchit des limites qui auraient été infranchissables il y a 20 ans. Dans ce monde virtuel s'ajoute l'influenceur, qui a le rôle de coach de vie, prodigue des conseils en tout et tout le temps. Globalement, un ignare qui vous dit qu'il est un sachant.
La profession fait également face à l'essor des plateformes d'information sans édition papier, Brut, Néo, Combini. L'intelligence artificielle, outil déjà installé dans bon nombre de rédactions, préfigure de nouveaux bouleversements et viendra s'ajouter à la déferlante quotidienne des fake news. Alors oui, la concurrence est rude, mais pour le journalisme traditionnel. Mais paradoxalement, votre rôle n'a jamais été aussi essentiel. En 2024, plus de la moitié de la population mondiale est appelée aux urnes. Quand les gouvernements les plus radicaux n'assurent plus leur rôle de protecteur du journalisme et vous oppressent, vous devenez les parangons et les symboles de cette liberté. Quand le chaos informationnel devient la norme, vous devenez, par le travail journalistique, l'exception de fiabilité et de constance. Quand les faits sont délaissés au profit du récit dominant, vous devenez les seuls capables de transcrire le réel et donc de reconnecter les lecteurs, auditeurs et spectateurs du monde. Quand l'analyse, le croisement des idées et des visions disparaissent d'un monde qui s'organise en silos, vous pouvez renouer ce dialogue essentiel. Ici, dans la région sud, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous sommes une terre de résistance. Nous aurons l'occasion de le rappeler dans quelques semaines à l'occasion de la commémoration du 80e anniversaire du débarquement en Provence. Ici, en réalité, nous sommes un pôle d'équilibre et de stabilité, et de détermination et de volonté politique. À chaque fois que la presse a été en danger, d'autre part, quelle que soit son orientation politique, nous sommes été à leur côté pour les soutenir. Dans ce dérèglement national, continental et mondial, l'autorité est nécessaire. Mais l'autorité ne se réduit pas à un concept, l'autorité s'incarne. C'est vrai pour un maître dans sa classe, c'est vrai pour les chefs de famille, c'est vrai pour un maire, comme pour le président de la République, c'est vrai pour un chef d'entreprise, c'est vrai pour un patron de presse. Je crois autant dans le respect des autres et la liberté de chacun. En fait, ici, je crois dans notre monde occidental, démocrate et libre. Croyons dans ce que nous sommes et soyons fiers de ce que nous sommes. Soyons positifs, restons lucides, ne nous lamentons jamais. Nos parents, nos grands-parents et leurs ancêtres ont vécu des épreuves autrement plus difficiles que les nôtres. Soyons des optimistes de combat. Un bon diagnostic engage un bon traitement. Ayons confiance dans notre avenir et dans notre capacité à relever tous les défis, même si parfois on a des surprises. Ici, notre région sera toujours, pour la presse, un pôle de liberté. Ici, dans la plus belle région d'Europe, je tiens à te remercier, c'est vrai, dans ce petit pays de 5 millions d'habitants, au territoire de la taille de la Belgique, avec la population de la Finlande et le produit intérieur brut de la Nouvelle-Zélande, la presse sera toujours libre, protégée et défendue. Il n'y avait pas de meilleur lieu ici pour le rappeler dans cette journée si importante. Et j'aurai l'occasion, bien sûr, en tant que co-organisateur, Jean-Hervé, de l'affirmer fortement aux rencontres économiques d'Aix dès demain. Je rappellerai exactement le même combat pour le monde économique, pour la liberté. Nous développons avec l'institution régionale exactement la même stratégie dans l'ensemble de ces domaines et rien ne nous fera changer de cap. La question s'est posée donc du maintien des rimes. Moi, je me suis dit peut-être que ce n'était pas la bonne solution quand tu m'as demandé mon avis. Et vous avez bien fait en fait de ne pas m'écouter. Pas avant, hein, mais là, sur cette réponse. Parce que vous êtes présent et quand tout est compliqué, c'est très simple de faire simple. Et donc aujourd'hui, je veux vous remercier et les uns et les autres d'avoir organisé cette réunion, de travailler pour ces échanges et faire en sorte que finalement, voilà, tout va pas si mal. On est en bonne santé, on est dans une belle démocratie, animée, mais respectueuse des différences. Et donc, c'est ça sur lequel il faut toujours insister. Merci pour votre écoute et pour votre présence. Merci à vous.